Moi j'ai 4 ans et mon rêve c'est de rencontrer des licornes. Entreprends tes rêves, le rêves, podcast, des rêveurs qui passent à l'action. J'irai au bout de mes rêves, J'irai au bout de mes rêves, tout au bout de mes tout rêves. au bout de mes rêves. Entreprends tes rêves, le podcast des rêveurs qui passent à l'action. C'est une invitation à entrer dans les coulisses de l'entrepreneuriat avec mes invités. C'est 2 lundis par mois et sur toutes les plateformes d'écoute. Je suis Alexandre et mon rêve c'est de faire le tour du monde. Mon rêve, c'est de créer un podcast. Et après, comment je ferai le tour du monde? J'aurai un sac à dos. Mon rêve, c'était d'être Claire Chazal. J'ai rêvé d'être pilote de F1. Mon rêve, c'était d'être artiste peintre. Et aussi de aller sur la lune et de être libre. J'irai au bout de mes rêves, Tout au bout de mes rêves. Rendez-vous sur Les Vedettes en scène. Bonjour à tous chers auditeurs, bienvenue dans ce nouvel épisode de Entreprends tes rêves. Aujourd'hui, j'accueille Marine de Sao Textile. Et ton rêve, Marine, c'était de devenir styliste. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Carrément. Alors, moi, être styliste, c'est vraiment un rêve d'enfant que j'ai eu très jeune. En fait, j'ai toujours beaucoup dessiné depuis toute jeune. Et en fait, c'est mon institutrice, je crois, au CE1 qui avait convoqué ma mère en disant « Bon, Marine, je crois qu'elle a un truc. Tu devrais, en gros, miser sur son potentiel, sur ça. » Et donc, du coup, sous ces bons conseils, ma mère m'avait, du coup, les mercredis après-midi, je prenais des cours de dessin et de peinture auprès d'artistes locaux dans l'Hérault. Je suis originaire d'un petit village à côté, entre Pézenas et Agde. Et donc, toute mon enfance, j'ai dessiné sur mon temps libre. J'avais toujours une trousse de feutres avec moi. Enfin, voilà, c'était vraiment ma passion. Et un Noël, on m'a offert le fameux jeu des années 90 qui s'appelle Dessinons la mode. Et voilà, je pense que c'était un concours de circonstances ou alors plein de choses cumulées. Et j'ai un peu fantasmé ce métier pendant longtemps. En tout cas, pendant longtemps, j'ai voulu dessiner la mode. Et c'est quelque chose qui m'a toujours tenue jusqu'au collège. Et arrivé en collège, tu sais, le moment en troisième où on te dit conseiller d'orientation, qu'est-ce que tu veux faire? Ben moi, je vais être styliste. Donc, comme je te disais, je suis originaire d'un tout petit village où les études, c'était plus on va faire du commerce ou on va faire des études dans la banque. Enfin, voilà. Pas des études créatives. Et ma conseillère d'orientation avait dit à mes parents, bon, ben plutôt qu'elle fasse un bac général. Et après, si elle veut toujours faire un styliste, elle verra. Après, au moins, elle sera équipée d'un bac. Du coup, c'est ce que j'ai fait. Autant te dire que je me suis un peu ennuyée pendant 3 ans, mais j'ai continué avec mes parenthèses créatives les week-ends, les après-midi et les mercredis après-midi. Donc, j'ai continué jusqu'à mes 17 ans à prendre des cours dans des ateliers créatifs. Et après, quand j'ai eu le bac en poche, j'ai fait ma prépa en art appliqué et j'ai pu enfin accéder à mes études tant rêvées de styliste. Et donc, j'ai fait un BTS design de mode. Après, j'ai continué jusqu'au master dans différentes villes de France. Et dès que j'ai pu faire des stages, je suis allée dans le luxe à Paris en tant qu'assistante styliste. Et voilà, et du moment où j'ai commencé à faire une prépa d'art appliqué, je vivais mon rêve, quoi. Et voilà. Et donc après, la carrière a commencé comme ça, en tant qu'assistante styliste, des stages, des alternances. Et après, ça a déroulé pendant 15 ans. Pendant 15 ans, j'ai été styliste pour des marques connues à l'international, pour des grands groupes aussi. Et j'ai adoré ces années. Donc, il y a eu des points, il y a eu des moments un peu plus qui faisaient moins rêver. Et il y a des moments où j'ai vécu vraiment un rêve éveillé. Et c'était très, très belles années. Et j'étais très heureuse en faisant ça. Une question qui me vient depuis que je t'écoute, c'est est-ce que quand cette petite fille qui est en CE1, est-ce que déjà tu t'imagines comment ce serait d'être styliste?
Et tu dis, à partir du moment où j'ai la prépa, je vis un rêve éveillé. Est-ce que c'était à l'image du rêve que tu te faisais quand tu étais petite? Ouais, parce qu'en fait, si tu veux, donc il y a eu plusieurs choses, comme je te dis. Enfin, j'avais vu des reportages aussi de défilés à la télé. Je crois que c'était des défilés de Vivienne Westwood et de Jean-Paul Gaultier. Et après, du coup, ben, comme toutes les petites filles, j'ai eu des poupées. Avec ma grand-mère, on faisait des tenues. Après, je dessinais les tenues, j'habillais mes poupées. Donc voilà, c'est commencé comme ça. Et après, quand on a fait les études, j'ai fait des études du coup dans l'art et donc dans le design de mode. C'était pareil parce qu'on était sur l'expérimentation technique. Donc, où on dessinait beaucoup, on faisait vraiment de la création pour de la création, tu vois. Là D'accord. où par contre, je suis revenue sur la réalité, c'est sur vraiment le poste de styliste était différent de ce qu'on a enseigné, l'enseignement que j'avais reçu, quoi. On était un peu moins créatif, on était plus technique, mais il y a aucun moment donné en fait où j'ai douté et je me suis dit non, ça correspond plus du tout à ce que je veux faire et je veux changer, tu vois. Ok, Donc d'accord. j'ai continué et j'ai été passionnée par ce que je menais. J'ai continué mes études pour me donner l'opportunité d'avoir des stages, pour être de suite sur le terrain, pour être vraiment, passer à l'action, quoi. Ok, Et souvent, les premières années, c'est des postes de stagiaire, en fait. Où tu vois, tu passes d'une maison à une autre, etc. Et moi, j'étais vraiment impatiente de faire partie d'une équipe et de travailler vraiment de A à Z sur la collection, quoi. Donc ok. non, non, ça c'est, j'ai toujours, j'ai jamais déchanté sur les missions, on va dire que sur le rêve que je m'étais fait. C'était plus après sur le terrain à un autre moment, mais les études j'ai adoré et non, c'était top. Et alors, qu'est-ce qui te conduit au fameux déclic? Mm. Puisque tu t'éclates pendant 15 ans dans ce métier. Ouais. Mhm. Et qu'est-ce qui chemine au fur et à mesure en toi jusqu'au déclic? Est-ce que tu pourrais Ouais. nous raconter cette partie-là? Alors, déjà, moi, j'ai jamais eu l'ambition, tu vois, de créer une marque de mode. Tu vois, je vivais tu vois, je m'épanouissais, je grandissais avec des marques. Je me voyais plutôt évoluer en interne, tu vois, peut-être devenir directrice artistique ou des choses comme ça, ou directrice de collection. Mais j'ai jamais eu l'ambition. J'ai eu quand j'étais petite, voilà, ce rêve de dire ah, j'ai ma marque, j'ai ma maison. Mais après, quand j'ai été vraiment sur le terrain, j'ai jamais eu ça. Là où j'ai commencé à déchanter, c'est si tu veux sur à certains moments la pression qu'on mettait aux équipes. Tu vois, vraiment la pression où on passait d'une équipe à presque être rivaux. Il y avait beaucoup de compétition en interne. Et ça, c'est des valeurs qui déjà ne me correspondaient pas du tout. J'ai mis longtemps à trouver un équilibre, si tu veux, ou me sentir en sécurité, si tu veux, presque dans Ouais. l'entreprise où je travaillais. Il y en avait qui étaient vraiment très toxiques et il y en avait où c'était vraiment la famille, c'était top, quoi. Comment t'expliques que dans ces milieux-là, du luxe, de la mode, ça soit toxique, qu'il y ait de la compétition et de l'irréalité, plus que dans d'autres secteurs, j'entends. Parce que, bon, mais déjà, la finalité, c'est de vendre. Donc, si tu n'aimes pas tes objectifs de vente, bon, ben voilà, tu es toujours quand même sur, bon, est-ce que les ventes ont été bonnes? Est-ce qu'on est sur la bonne temporalité? Est-ce qu'on a bien compris notre cible? Donc, tu es toujours à remettre en question, en fait, est-ce que les ventes ont été bonnes ou pas? Donc, tu as cette pression-là. Et après, tu restes sur un milieu, ben, comme je te disais, qui fait rêver, un métier d'image. Et donc, c'est un milieu qui est très compétitif à toutes les étapes, tu vois. On va chercher les meilleurs modélistes, les meilleurs photographes, les plus beaux modèles. Et donc, c'est tout, tu vois, on est sur de C'est l'image et on vend du rêve et on vend la beauté. On fait rêver pour que ce soit vendable, tu vois, enfin, on vend du rêve, quoi. ok. Donc, Donc c'est de la surenchère au profil génial qu'on va trouver, qu'on va dégoter, que ce soit le photographe, la styliste ou la directrice artistique. Ok. ouais. Donc Bah c'est de la après, bien surenchère sûr. entre vous. Après, évidemment, les gens sont, la plupart, ils sont très très talentueux, mais tu vois, au début, tu galères à rentrer dans ce milieu-là parce que t'as pas d'expérience. Mais il faut bien que tu te fasses une première expérience. Et après, quand tu t'es fait une expérience, en fait, il suffit que t'aies fait, je sais pas, que t'aies travaillé par exemple dans le luxe, bah après, tu vois, tu pourras pas sortir du luxe, quoi. Si t'as fait du sport, bah après, c'est comme si t'avais, tu sais, tu rentres vite dans les cases. Donc, je sais pas ça, si c'est typique de ce secteur-là ou si c'est plutôt la mentalité française. Mais en tout cas, moi, je sais que j'ai réussi à passer d'un secteur à un autre. Mais après, c'est difficile quand tu fais le choix de partir, d'y revenir, tu vois.
Ok. Voilà. Mais après, je trouve que la difficulté, c'est la rivalité vraiment dans les équipes parce que ben, t'as la possibilité de toujours grandir en interne. Donc, tu as ce truc d'évolution et encore une fois, c'est la vente, c'est le gain, t'es compris dans c'est pas un train fou, mais comme tu sais, tu montes de ligue, tu vois, comme dans le foot, quoi. Donc, c'est ça, quoi. Et quand tu veux faire partie des meilleurs, ben, il y a un moment donné où tu deviens les autres sont tes rivaux, quoi. Ok. Et ça, c'est quelque chose que moi, j'apprécie pas, tu vois. Ok. Oui, là où on pourrait être dans de l'intelligence collective, c'est très bisounours la transition que je fais, mais où finalement on rassemble les meilleurs, donc on va forcément faire un truc de dingue, tu Ouais, vois. Et c'est pas c'est du ça. tout l'état d'esprit que tu décris. Mais c'est ça, mais ça dépend vraiment des maisons. Tu vois, enfin, moi, il y a des maisons dans le luxe où vraiment c'était la famille, hein. Ok. Et j'ai jamais ressenti ça. Et j'en ai aucun souvenir de ça, tu vois, euh, de ça, cette rivalité, cette tension, est-ce que je vais finir la semaine ou pas, tu vois, et t'avais des autres maisons ou de marques qui te mettaient une pression, où t'étais pas en sécurité et tu savais même pas si t'allais terminer ton mois, tu vois. T'avais l'impression d'être sur une chaise éjectable et pas, tu vois, et d'être juste un pion, d'être un numéro. Et si c'est pas toi, ça sera quelqu'un d'autre. On a une pile de CV, tu seras vite remplacé, quoi. Et ça, c'est un côté que vraiment j'apprécie pas dans la mode. Mais ça veut pas dire que tout est comme ça, quoi, tu vois. Et donc, c'est venu comme ça. C'est cette Donc, pression déjà de se dire, moi, j'ai envie d'être dans une équipe, j'ai envie de grandir dans une famille, j'ai envie de me sentir en sécurité dans le métier que j'aime et pas me sentir à chaque fois comme si tu passais tout le temps un contrôle comme quand tu es à l'école où tu es en train de toujours être évalué, jugé, etc. Et moi, j'ai besoin de me sentir en confiance. Donc déjà, il y avait cette pression-là. Et d'un autre côté, comme je te disais, j'ai travaillé pour des grandes marques et surtout, j'ai travaillé pour des groupes. J'ai travaillé pour le leader mondial de la fast fashion, le plus gros groupe. Donc, une des marques de ce leader-là. Et si tu veux, donc là, il y avait la pression du chiffre au quotidien. Donc, chaque matin, on avait les retours de vente. Et chaque semaine, on faisait un bilan. Donc, bon, ben, pourquoi ça n'a pas marché? Qu'est-ce qui a marché? Et tu avais en fait, chaque semaine, le vendredi, tu avais des stylistes qui sautaient. Tu vois? ah Et ouais. ouais, on nous appelait, on nous disait: «Bon, ben viens, tu rendez-vous chez la DRH», hein, et en fait, il y avait un taxi qui nous attendait et ciao. Mmh. Donc tu avais cette pression du chiffre. En plus, vu que chaque jour on avait les résultats de vente, ils nous mettaient en compétition en interne, par équipe. Donc parce que quand tu es styliste, chaque styliste travaille sur une catégorie de produits. Par exemple, si tu fais du denim, tu vas avoir une équipe denim. Si tu travailles sur le t-shirt, pareil. Et ça, pour tous les vêtements ou tous les accessoires, admettons. Et donc, si tu veux, des fois, ben, on était en compétition. S'il y a une ligne homme-femme, bon, ben voilà, qui c'est qui fait les meilleures ventes? Et après, en interne, est-ce que c'est la catégorie pantalon? Est-ce que c'est le jean? Et donc, ça crée des rivalités en interne qui étaient très fortes. Parce que tu as la gagne de la vente, tu as la gagne bon, ben, si on fait les meilleures ventes, bon, ben, on va avoir peut-être une prime de fin d'année. Et donc, déjà, cet esprit-là, moi, de compétition et pas de travailler en collectif, c'est quelque chose que j'aimais pas du tout, quoi. Et mais vraiment, le vrai déclic, on y arrive, hein, c'est quand moi, une des missions qu'on m'avait donnée quand j'étais à ce poste-là, que j'avais jamais eu avant, c'est que on voyageait pour beaucoup et on voyageait surtout pour aller contrôler les productions. Et donc, je voyageais là où on fabriquait les vêtements. Du coup, c'était Turquie, Tunisie et Bangladesh. Voilà. Juste pour être bien sûr, parce que je connais absolument pas ce métier de styliste, dans tes missions, il y avait la création Ouais. et du coup la conception technique. En gros, j'ai un dessin, comment j'en fais un vêtement. Tout à fait. Et ensuite, le suivi de production jusqu'à le produit fini. C'est ça, C'est ça. styliste, en gros? En fait, encore une fois, ça dépend des marques. Tu vois, il y a des D'accord. marques pour lesquelles j'ai travaillé où styliste, finalement, tu allais faire tes voyages de tendance ou tu allais dans des salons professionnels où on allait te dire, bon, ben voilà, quelles sont les tendances pour les années à venir, enfin, pour la prochaine collection, etc. Tu avais des salons où tu avais vraiment que du textile, hein, où là, tu pouvais acheter ton textile directement. Tu avais des voyages d'inspiration où tu partais dans différentes villes dans le monde. Et tu revenais de tout ça, tu fais ton analyse, tu faisais des propositions de pages de tendance qui allaient donner le ton de la collection. Et après, tu design.
Tu designs, tu crées ta collection donc de dessins. Tu composes avec le tissu que tu as sélectionné, dans la direction, etc. Et après, effectivement, tu fais des fiches techniques. Mais tu vois, ça, il y a les fiches techniques, des fois, dans d'autres boîtes, c'est d'autres personnes qui le font. C'est des développeurs, on appelle ça. Ok. Et après, quand tu reçois tes vêtements, tes premiers prototypes, du coup, tu fais l'ajustement avec des équipes de modélistes ou de développeurs. Et tu fais les ajustements jusqu'à ce que le vêtement, en tout cas le prototype, soit OK. Et là, tu valides pour lancer la collection, la production, quoi. Et ça, tu vois, dans certaines équipes, c'est d'autres personnes encore qui le font. Tu vois, c'est vraiment, ça dépend vraiment des marques. Quand je travaillais du coup pour ce groupe-là, le poste de styliste c'était vraiment à 360. Tu créais tes analyses de tendance, tu t'allais faire les salons de textile, tu développais ton produit avec une modéliste et quand ta fiche technique était prête, effectivement, moi j'allais sur le terrain, j'allais en usine voir si tout était conforme et après pour valider si la production pouvait être lancée. Quand tu recevais les produits, du coup, moi, je faisais aussi les présentations aux équipes commerciales. Donc, tu racontes un peu l'histoire que tu as designée, donc ça, avec tes équipes. Et après, voilà. Et après, moi, sur d'autres postes, j'allais même jusqu'au aller faire du shooting photo, etc. Et faire toute la direction artistique du shooting photo. Mais en tout cas, pour ce groupe-là, en fait, oui, j'allais en usine. Et le Bangladesh, vraiment, moi, ça m'a percuté. Parce que je ne m'attendais pas à ça, parce qu'on n'en parlait pas autant de ce qu'on en parle aujourd'hui. C'était il y a une dizaine d'années. Et j'ai été vraiment, vraiment sensible à ce qui s'est passé, les conditions de travail, la pollution à l'extérieur et en interne de l'usine. À quoi est due la pollution dans la mode? Donc, à l'extérieur, si tu veux, tu vas avoir en tout cas, au Bangladesh, si tu veux, c'est un des pays les plus pauvres au monde. Donc, je pense que leur priorité, c'est de travailler pour pouvoir nourrir leur famille, tu vois. Ils n'ont pas non plus de grande gestion de leurs déchets. Donc, quand tu sors des usines, en fait, tu peux avoir des décharges à ciel ouvert, mais juste à côté, quoi, tu vois. Où tu vas avoir des enfants qui jouent dans un terrain vague juste à côté, avec une vache qui va manger ou boire dans le fleuve qui est à côté. Donc, tout est vraiment, tout se touche, tout est connecté. La pollution, elle est de l'air, donc tu vois pas le ciel, tu vois. Enfin, tu vois, c'était comme dans un grand brouillard. Tu as la pollution des véhicules, tu vois, routières, parce que là-bas, pareil, il n'y a pas de... Enfin, tu vois, tu as les voitures, tu as des tuk-tuk, tu as des petites motos, voilà, mais tu n'as pas de train, tu n'as pas de tram, donc tu as une pollution qui est très présente. Et ensuite, tu as la pollution, si tu veux, liée à l'industrie textile, où tu vas avoir du déchet textile. Et en interne, quand tu rentres, tu vas avoir des odeurs très fortes. Donc moi, je travaillais sur le jean. Et donc, c'est des odeurs très fortes. Ton jean, en fait, quand tu le confectionnes, il est brut. Et après, tu vas lui faire plein de processus chimiques pour qu'il ait un effet vintage, tu vois. Et donc, ça, c'est des processus chimiques. Donc, tu vas avoir des personnes qui vont travailler sur ce processus, que ce soit pour faire des abrasions, pour faire comme si le vêtement s'était déchiré naturellement avec le temps. Donc, c'est des personnes qui le font. Et pour avoir cet effet usé que tu peux avoir, ou en tout cas un peu délavé, ça, c'est des grandes machines à laver avec des pierres dedans, où on va mettre de la javel dedans, ou des acides dedans, etc. Et donc là, tu as des odeurs, mais qui sont, tu vois, c'est comme de l'ammoniac un peu, tu vois, c'est très, très fort, quoi. Et après, tu rentres dans cette usine, enfin, dans ces usines-là, où t'as pas tant de trucs pour aérer. Donc, tu vis dans cette odeur-là, tu vois. Et pareil, tu as des panneaux de partout pour sécuriser ceux qui fabriquent, tu vois, enfin, vraiment. Et tu te rends compte qu'ils ont pas forcément ils sont en claquettes, ils sont pas en chaussures de sécurité. Le masque, ils le mettent, mais ils prennent que le nez, ils prennent pas la bouche. Voilà. Donc, il y a des trucs comme ça, tu te dis, tiens, mais moi, en tant que styliste, déjà, là, ça me retourne le vide, pardon, mais surtout, en tant que marque, je représente une marque ou un groupe, on a le pouvoir de quand même être plus exigeant pour les mettre en sécurité, tu vois. Pas pour leur taper pour les doigts, mais pour les mettre en sécurité. Ouais, dis-moi. Oui, il y a une question qui m'est venue quand tu parlais des deux producteurs de vêtements. Tu parles de la Tunisie et du Bangladesh. Ouais. Et du coup, quand une marque de luxe vend à un prix qui est très très cher, pourquoi est-ce que c'est aussi cher? Parce qu'en fait, on vend une marque et donc une histoire, ou parce que le fonctionnement, c'est-à-dire l'ensemble des gens qui, par exemple, travaillent en France dans cette marque-là, sont très 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 bien payés.
tu vois, d'où vient en fait le prix exorbitant du luxe, puisque vous produisez au Bangladesh? Alors, moi, quand je te parlais de ça, je te disais bien que c'était l'époque où je travaillais pour un grand groupe de fast fashion, hein. J'étais pas dans le luxe, hein. Le Ouais, ouais, luxe, bien sûr. ouais, le luxe, pour le coup, c'est des artisans, où il y a un savoir-faire, où c'est vraiment des techniciens. La production est faite, en France, voire, peut-être en Italie sur certains, parce qu'il y a vraiment un savoir-faire spécifique en Italie aussi. On n'est pas du tout sur les mêmes matériaux, on n'est pas du tout sur les mêmes qualités, par exemple de cuir. On est vraiment sur de la très, très haute qualité. Et du coup, les personnes qui sont embauchées dans le luxe et qui travaillent le luxe sont des personnes qui sont, tu vois, c'est des artisans, quoi. Donc, ils sont, je connais pas tous les tarifs, mais normalement, ils sont, en tout cas, en France, on a un salaire qui est minimum, qui est le SMIC, et je pense qu'ils sont beaucoup plus, enfin, tu vois, ils sont pas du tout au même grade de salaire minimum qu'au Portugal ou qu'en Italie ou qu'au Bangladesh. Mais ça, c'est le luxe, pour le coup, a cet avantage qui, en tout cas, moi, j'ai une amie qui travaille dans les ateliers de grandes marques dans le luxe à Paris. Ils sont ultra respectés, ils sont très précieux, tu vois, puisque D'accord. c'est le reflet de la qualité, et c'est le reflet du savoir-faire et de leur image de luxe et leur positionnement. Ensuite, je pense qu'il y a toujours, au vu des heures qu'ils font, etc., j'espère et je leur souhaite qu'ils soient bien considérés et bien protégés. Mais je pense, en tout cas, enfin, pour ce qui est du Bangladesh, le luxe ne produit pas du tout au Bangladesh, quoi. Ok, Au d'accord. Excuse-moi Bangladesh, tu peux avoir. pour la Ouais, confusion entre luxe ouais, et fast fashion. Vraiment, je découvre le milieu. la Mais du fast coup, fashion, là, en gros, ça va être toutes les marques qui vont être sur un prix très, très, très abordable, et ok, où on va être sur une durée de vie qui va être très courte en temps. Euh, d'accord. le luxe, en gros, si tu vas être sur un positionnement où tu vas investir sur une pièce et tu vas la garder des années, voire même tu pourras la transmettre à d'autres générations, quoi. On est vraiment D'accord. sur où il va y avoir déjà la réparabilité. On va être sur un produit qui va durer beaucoup plus de temps et qui va être la qualité des matériaux utilisés va aussi permettre que ça dure dans le temps. Ok. Le luxe, en gros, tu vas avoir du Chanel, du Dior, du Hermès. Voilà, là, c'est les grands groupes comme ça. Le positionnement fast fashion, tu vas avoir, par exemple, du H&M, tu vas avoir du Zara, tu vas avoir du Kiabi. Voilà, c'est des prix ultra accessibles, parce qu'ils permettent d'avoir des produits pas chers. Et pourquoi ils sont pas chers? Parce que la main-d'œuvre est pas chère. Ok. Et parce que les matériaux utilisés sont produits en grande quantité, et donc il va faire que tu pourras réduire vraiment tes coûts, produire en grande quantité, à bas coût, et permettre un prix très accessible. Ok. Et du coup, la question qui me vient, c'est que sur certaines marques, on va dire intermédiaires, tu vois, Mhm. type Comptoir des Cotonniers, Lévis. euh, bon, Comptoir des Cotonniers a été racheté il y a quelques années, mais c'était des marques. Par exemple, le Lévis, avant, c'était le jean que tu allais garder toute ta vie. Mm. Et j'ai l'impression, et peut-être que tu vas déconstruire cette impression, que certaines marques intermédiaires comme ça tendent vers moins de qualité. Tu vois, on peut plus garder son Levi's comme avant. Et est-ce que tu dirais qu'il y a une tendance qui exclut peut-être le luxe vers de l'obsolescence programmée avec les vêtements? En fait, le truc, c'est que l'effet de la fast fashion, et maintenant il y a l'ultra fast fashion qui arrive, donc avec tout ce qui est Temu et Shein, etc., malheureusement pénalise justement ces marques on va dire, de moyenne gamme. Et c'est pas péjoratif que je dis ça, c'est parce qu'elles sont vraiment entre deux gammes, entre l'entrée de gamme fast fashion et le luxe. Et toutes celles qui sont au milieu, en fait, elles se retrouvent compressées avec cette concurrence qui est très agressive de prix, de mode, parce qu'ils sont toujours en réaction sur de la dernière mode, etc., avec des prix c'est ultra compétitif. Donc, ils se retrouvent, eux aussi, qui sont quand même des leaders. Enfin, Levi's, c'était le leader mondial du jean, de la référence, etc. Mais effectivement, le 501 que tu as acheté dans les années 80, que tu vas retrouver dans les vintage aujourd'hui, ce n'est plus la même qualité que tu Hmm. peux retrouver aujourd'hui. Et effectivement, il y a une baisse de la qualité, et c'est vraiment dommage, mais c'est l'effet négatif de la fast fashion qui fait que
on se retrouve déjà, le développement d'une collection, d'une marque normale, donc de cette gamme-là, tu vois, en milieu de gamme, est beaucoup plus long qu'un fast fashion, tu vois? Donc déjà, quand ils vont rentrer leurs produits en magasin, ils seront presque déjà, Dépassé par la... déconnectés et Ouais. dépassés. Donc, si tu veux, ils vont se retrouver à bon, ben, comment on fait pour être toujours tendance, raccord dans les prix et les gens vont dire ben non, mais je ne vais pas acheter ce jean à 100 euros, il y a exactement le même qui est sorti à 15 euros. Et c'est vrai que ben, il y a des marques qui tiennent et qui résistent hein, et parce que ils savent que c'est une référence de qualité et que les gens vont revenir. Et il y en a d'autres, effectivement, qui vont ouvrir une gamme avec une gamme qui est moins qualitative que ce qu'elle était au départ. Ok. Après, du Levi's, par exemple, tu vas avoir toujours de la super qualité, mais il faudra que tu ailles dans dans leur gamme. Ils ont une gamme beaucoup plus haut de gamme, en gros, et beaucoup plus chère. Mais pareil, et après, c'est là où tu te dis, ben, dans le même magasin, en fait, l'offre, elle est tellement grande. Pourquoi? Qu'est-ce qui justifie ça de l'un et de l'autre? Bon, ben, c'est pas le même pays, c'est pas le même tissu, et du coup, c'est pas la même durée de vie, quoi. Ok. Et Et ouais. c'est intéressant de rentrer dans les coulisses, tu vois, parce que je n'avais pas ce schéma de compression Mm. de moyenne gamme en tête. Et c'est intéressant d'avoir juste ces coulisses-là qui expliquent Mm. aussi, mais qui démontrent, parce que tu racontes, que finalement les marques communiquent peu là-dessus, sur ces Mm. stratégies-là pour essayer de rester à flot de l'ensemble de la compétition sur le marché. Mais tu vois, quand tu vois la marque 1083 et leur enjeu, il est grand et ce qu'ils font, c'est génial, tu vois. C'est avoir une relocalisation complète en France, tu vois, de la production d'un jean, avoir des matières de qualité, avoir un sourcing vraiment de qualité, avoir la traçabilité. Et eux, en fait, ben, si tu regardes, maintenant, tu prends un de leurs jeans qui est fait en France et un de jean de Levi's et c'est le même prix. Et tu vois, c'est aussi sensibiliser aussi le consommateur en disant regardez bien vos étiquettes. Hein. Qu'est-ce qu'il y a derrière vos étiquettes? Qu'est-ce que ça veut dire? Et non, on peut avoir une image et une marque de très très bonne qualité qui a un impact social et environnemental. Mais par contre, oui, qui a une communication qui est moins agressive. Mais parce que du coup, la marge, on l'a pas mis sur ça, quoi. Là, le Levi's, ils vont peut-être augmenter leur marge, mais pour avoir une communication plus agressive. Mais du coup, ils vont mettre le curseur sur ça plutôt que la main-d'œuvre, le lieu de fabrication, la qualité de la fibre. Tu vois, ça va être des choix, en fait, stratégiques. Là, moi, je trouve que l'enjeu du Made in France, il est vraiment très important aujourd'hui pour ça, parce que on est sur qu'est-ce qu'il y a derrière l'étiquette et qu'est-ce qu'on veut vendre et qu'est-ce qu'on promet aussi. Quelle est la promesse? Parce que là, d'acheter au final à bas prix, ça a un impact direct sur notre environnement et sur ben, le social, quoi. Enfin, l'humain qui est derrière, quoi. Avant de retourner sur le déclic que Oui. tu as eu au Bangladesh, c'est comme ça se passe toujours comme ça dans Entreprends tes rêves. On part dans tous les sens. C'est la marque de fabrique pour le coup. Quel conseil tu donnerais pour décrypter une étiquette justement? Bon, bah, du coup, là, bon, ben, on arrive un peu plus tôt sur le sujet, mais du coup, si tu veux, tu as une réglementation qui est française, qui s'appelle la loi AGEC. C'est la loi Ah, anti-gaspillage pour une mode, pour une économie circulaire. C'est une loi à la base qui est française et qui a inspiré l'Europe et on est vraiment les premiers à avoir lancé ça. C'est pour réduire l'impact du plastique à usage unique. Donc, il y a eu tout un calendrier. Et du coup, si tu veux, l'année dernière, c'est arrivé au textile. Donc, qu'est-ce que mon conseil, c'est que cette loi, cette réglementation oblige les marques à, si tu veux, ne pas se limiter à dire où a été produit le produit, enfin le vêtement, mais de remonter toute la chaîne de valeur. Donc, moi, ce que je conseille déjà aux consommateurs, c'est de regarder l'étiquette, de regarder la composition et entre un prix équivalent, ok. de faire le choix de l'Europe ou de la France pour déjà des questions d'impact, impact carbone, le choix aussi social et aussi après entre réfléchir avant d'acheter. De se dire est-ce que j'en ai vraiment besoin? Est-ce que j'ai pas équivalent dans ma garde-robe? Qu'est-ce qui est en train de se passer là? Est-ce que c'est de l'impulsion ou c'est vraiment un besoin? Tu vois, c'est juste être un peu plus raisonnable et voilà. Et ensuite, qu'est-ce que je pourrais conseiller?
Ouais, c'est ça. Et après, il y a toujours des alternatives à l'achat, on va dire, du neuf. Tu as la seconde main qui maintenant propose quand même, t'as beaucoup de. Même maintenant, tu as des gammes de positionnement de produits dans la seconde main. Tu as encore l'entrée de gamme, mais tu as aussi du luxe où tu peux trouver vraiment des produits qui vont encore durer des années, quoi. Ok. Donc, Donc, vraiment, regarder l'étiquette. 3 choses du coup pour synthétiser. Peut-être qu'on y reviendra un Oui, petit peu bien sûr. plus sur la loi AGEC de 2020 parce que je trouve que c'est vraiment intéressant vu que tu en connais les détails. Mais en gros, c'est posez-vous la question de quel besoin je nourris avant d'acheter. C'est ça. Est-ce que c'est une pulsion? Est-ce que j'ai envie de cultiver la beauté? J'ai envie de me sentir belle? Qu'est-ce que ça dit de vous d'avoir envie d'acheter une nouvelle fringue? Regardez l'étiquette ensuite, et puis finalement mener l'enquête sur les marques auxquelles vous vous intéressez pour pouvoir comparer à prix égal ou pas. Qu'est-ce que vous avez envie de défendre? Ce seraient les Après, 3 choses. carrément, c'est tout à fait ça. Et après, j'ai envie de dire même qu'est-ce que la marque, quels sont les engagements de la marque, tu vois? Parce que vu qu'il y a ces réglementations, en fait, si tu veux, tu vas avoir. Donc, on parle aujourd'hui de beaucoup de greenwashing. Euh, En fait, est-ce qu'il y a des marques où vraiment elles ont positionné l'éco-responsabilité, tu vois, l'engagement environnemental, l'engagement social au cœur de leur développement? Aujourd'hui, t'en as qui le font parce que c'est la réglementation qui l'impose. Donc, tu vois, avec un taux, avec un peu de avec un peu de recyclé, et enfin, tu vois, tu vas avoir des mots-clés qui vont sortir comme ça. Donc, c'est vraiment quelle est l'histoire et quelles sont les valeurs de la marque. Je pense qu'aujourd'hui, c'est important. Après, moi, en tout cas, j'en suis très sensible. Il y en a qui sont un peu moins sensibles. Mais avant d'acheter, effectivement, c'est qu'est-ce qu'il y a derrière l'étiquette et qu'est-ce qui se cache derrière cette marque aussi. Du coup, avec tout ce background, tu arrives au Bangladesh et tu mesures qu'il y a une pollution et une maltraitance des gens qui produisent les vêtements. En tout cas, ce qui saute à mes yeux, c'est que on n'est pas assez engagé sur la protection voilà, de ces ouvriers, on n'est pas assez engagé sur ça, et moi, j'ai envie d'aller plus loin. Donc, si tu veux, quand je travaillais donc, pour ce groupe, justement, je travaillais sur le programme pour avoir des jeans plus éco-responsables. Donc, on travaillait beaucoup sur le sujet de la matière, donc avoir des matières recyclées. Et quand je suis arrivée là-bas et que j'ai été impactée par cette pollution, cette façon de travailler. Et si tu veux, quand moi je suis revenue, j'ai fait un peu mon retour de terrain à mes équipes, hein, et surtout à mes directeurs. Et je leur ai dit, mais en fait, on va faire la promesse à nos clients qu'on est sur un jean qui est vraiment engagé pour l'environnement, mais la personne qui est derrière, en fait, on s'en fout, quoi. On s'en fout, on lui presque, enfin, c'est de l'esclavage humain, là, ce qu'on est en train de faire, parce que si on vend, concrètement, si tu vends un jean à 15 euros, une fois que tu as payé la matière, que tu payé le voyage pour le transporter jusqu'à la boutique, il reste pas grand-chose, hein. Il reste vraiment pas grand-chose. Le salaire par mois au Bangladesh, pour des ouvriers, c'est 90 euros. Tu vois? Et ça, en fait, pour moi, c'était hallucinant. C'est tout autant important, tu vois? Tu peux pas. Enfin, pour moi, voilà, c'était quelque chose que je devais faire remonter. Donc, j'en ai parlé à mes équipes. Et au vu de leur réaction, je me suis dit, j'ai un combat à mener et je vais perdre trop d'énergie à convaincre les gens là. Il faut que je le fasse de mon côté. Et j'avais envie, et c'est vraiment là où je me suis dit, j'ai vraiment envie de passer à l'action pour créer et produire une mode juste plus enfin, normale. Non, c'est pas le bon mot, tu vois, mais vraiment respectueuse, tu vois. Et respectueuse des équipes avec qui on les développe, hein. Donc, c'est-à-dire où on n'est pas obligé d'être en compétition, d'être respectueuse de notre environnement. On peut vraiment produire plus localement et respectueuse de l'être humain qui est derrière, qui le fabrique, quoi. Tu vois. Et en tout cas, moi, je n'arrivais plus à m'enlever ça de la tête, et je n'arrivais plus à me dire, bon, ok, aujourd'hui, je vais regarder les résultats de vente et en oubliant toutes ces centaines de personnes que j'ai vues à l'autre bout du monde et qui, tu vois, c'était pas possible. Donc, c'était vraiment ça, tu vois. Ok. Et du coup,
je me sentais plus à ma place, vraiment, hein, clairement, c'était ça. Du coup, je me suis dit: «Il faut que je retourne en France», mais j'étais pas prête encore à me dire: «Je veux lancer une marque», tu vois? C'était juste: «Je peux plus continuer comme ça, je dois mener ce combat ailleurs et j'ai juste besoin de retrouver une équipe à taille humaine». Donc je suis rentrée en France, enfin j'ai postulé pour un autre job, je suis rentrée en France, je suis arrivée à Marseille et à Marseille, un des premiers trucs que j'ai fait quand j'ai commencé ce nouveau poste, c'est que je me suis engagée pour une association environnementale. Et donc c'est là où en fait je me suis sentie, utile, utile, vraiment utile à l'action sur le terrain. Il y avait pas de greenwashing là, on était sur le terrain quoi. Enfin là, on était dans le vrai quoi. Tu vois? Ok. Et quelle Mm. quelle était cette association? Alors c'est une association environnementale qui est vraiment engagée pour la préservation des mers et des océans, qui s'appelle Projet Rescue Océan. L'antenne mer, elle est née à Béziers. Et maintenant, il y a des antennes partout en France. Et donc, moi, au début, j'étais bénévole à Marseille. Et après, je suis devenue ambassadrice bénévole. Et donc, on faisait des actions de sensibilisation, donc en école primaire principalement, team building, donc auprès de grandes entreprises, et aussi des pollutions sur les plages. Donc, soit via des grands événements. Donc, à Marseille, le plus grand, c'est Calanque Propre. Mais après aussi le World Cleanup Day, ou après avec des actions ponctuelles dans diverses villes. Donc soit à Marseille, soit j'ai fait aussi dans d'autres villes autour de Marseille, Aix, Grasse aussi. Et, euh, et clairement, hein, tu mets tes gants, tu vas ramasser tes déchets, tu les tries, tu es directement avec des citoyens, tu es directement avec des gens tu vois, des élus, et on voit l'impact du déchet, quoi. On était avec des plongeurs aussi, des plongeurs qui remontaient des trucs hallucinants des fonds marins, quoi. Des Ok. scooters, des coffres, tu te dis, mais comment on en est arrivé là à penser que notre environnement, c'était devenu une décharge? Et là, pour le coup, tu vois, on a eu une éducation, on a les pouvoirs, on est dans des pays qui est super développés, où on a des solutions de recyclage. Comment on peut en arriver avec tu vois, de l'incivisme à ce point et se dire bon ben je sais pas quoi en faire, je le jette par-dessus la mer, par-dessus la fenêtre, et c'est hallucinant quoi. Et t'as une hypothèse sur pourquoi on est à ce point déconnecté de notre environnement et du vivant? Je pense que c'est arrivé, c'est vraiment là une théorie personnelle, hein. Je pense qu'on a été déconnecté à un moment donné avec justement tout ce qui est jetable. Donc tout ce qui est usage unique, hein. Bon, je pense à tout ce qui est, j'en sais rien, les pailles, hein, les cotons-tiges, tout ce qui est, tu vois, les mouchoirs, aussi tout ce qui est tous les drives et tout ça, tous les emballages à un usage unique, où au bout d'un moment, tu vois, c'est ah ben il y a pas de poubelle à proximité, ben paf. Et ce geste-là, moi je l'ai vu autour de moi pendant longtemps. La cigarette que tu jettes par terre. Et ça, c'est un impact catastrophique. Il y a un moment donné il y a quelque chose où on n'a pas été sensibilisé à ça. Aujourd'hui, par des associations comme celle-ci, tu vas en école et tu les sensibilises à, ben non, on ne jette pas par terre, quoi. C'est tout simple, c'est tout bête, hein, mais non, on le fait pas. Mais comme à l'époque, tu vois, où moi, je me rappelle quand j'avais 10 ans, on avait été sensibilisés à mettre la ceinture avant qu'elle soit obligatoire, tu sais, dans les voitures. Avant, c'était pas obligatoire, donc c'était, bon, ben, il y a une ceinture, elle fait partie de la voiture, mais c'est pas obligatoire, jusqu'à ce que ça devienne obligatoire. Et c'est pour ça que les réglementations, c'est contraignant, mais ça permet de faire vraiment bouger les mentalités. Et voilà. Ce que tu racontes sur le jetable, Mm. ça me rappelle un souvenir du Nouvel An que j'avais passé en Inde il y a déjà 8 ans, où on avait été choqués parce qu'en fait, eux, avant, ils mettaient leur nourriture dans les feuilles de bananier. Mm. Et puis, avec la fameuse modernité, je ne sais pas si elle est synonyme de progrès, mais en tout cas, c'est comme ça qu'on l'appelle. En Inde, en tout cas, il y a du carton plastifié qui est arrivé. Et au Nouvel An, on a été vraiment interpellés parce que, en fait, avant, ils balançaient leurs feuilles de bananier une fois qu'ils avaient Oui. terminé de manger, tu vois. Et ben là, au Nouvel An, tu peux être sûr que le lendemain, sur l'espace où on était, ils avaient tous balancé leur papier plastifié, du coup, et la plage était jonchée de ça, tu vois. Mm. Et c'était pas tant
tu vois, une mauvaise intention ou de l'incivisme de ah j'ai la flemme parce qu'il n'y a pas de poubelle, mais juste que c'était le geste quoi, qui était Mmh. ancré dans en fait j'ai terminé, je jette, de toute façon c'est biodégradable, ça reprend le cycle de la nature quoi. Et peut-être que nous aussi on est passé à côté de ça. Bien qu'aujourd'hui, c'est quand même difficile d'entendre que les gens ne savent pas que les déchets polluent, quoi. Tu vois, il y a un truc Ouais, où ouais. comment on a fait pour passer à côté de ça? Mais tu vois, enfin, pour le coup, t'as des pays qui sont beaucoup plus avancés, mais Marseille, c'est une ville où le déchet est une réelle problématique, hein. Mais l'incivisme est toujours là. Enfin, elle est magnifique, cette ville, hein. Et tu vois, et il y a vraiment des gens qui la respectent pas. Tu vois, quand tu vas dans les calanques, c'est magnifique, hein, où tu vas te faire ton petit apéro tu vois, pour avoir le coucher du soleil. Et tu te retournes et en fait, ben, les gens, oui, ils sont allés faire mais ils ont pas ramassé leurs affaires, quoi. Ouais. Et tu vois, donc tu as des bouteilles, hein, tu as des canettes, t'as des emballages. Et tu te dis, mais qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on ait manqué ça, tu vois? Et c'est là, on est dans cette génération où avant, on savait pas, maintenant, on sait et on doit passer à l'action, tu vois? Et Mmh. c'est comme pour le textile, tu vois? Donc le déchet, ce geste-là de jeter, le textile, maintenant, voilà, pareil. Avant, on savait pas. Quand on mettait nos vêtements, on les jetait à la poubelle ou on les mettait dans des bornes, presque, tu vois? Ben, on voyait pas où ça allait et c'est pas grave, c'est pas notre sujet. Sauf qu'aujourd'hui, maintenant, il y a une réalité. Maintenant, on le sait. Il y a des gens qui ont, enquêté, il y a des résultats. La mode pollue, le déchet pollue, on peut recycler, maintenant on va trouver une solution. Et heureusement que ça avance, tu vois. Et encore une fois, tu vois, comme les avancées qu'il y a aujourd'hui sur le tri, etc. Il y a 10 20 ans, on ne faisait pas autant de tri, tu vois. Et tant mieux, tu vois. Parce que on se retrouve saturé des décharges à enfouir, à brûler. Et on est en train de, tu vois, on est en train de se tuer, tu vois. Enfin, on est en train de Mmh. juste à dire, ben, vu que c'est pas sous nos yeux, vu qu'on ne sait pas, ben, ça nous concerne pas. Ben si, parce que ça fait l'effet boomerang et ça revient. Et maintenant, on se retrouve avec des analyses où tu as des animaux qui ont ben, du plastique dans leurs estomacs, les poissons pareil, et même certains fœtus où ils se retrouvent avec du plastique. Enfin, tu vois, tu te dis, comment ça arrivé? Ben, c'est arrivé parce qu'on a fait ce geste-là. Mmh. Ouais, d'avoir finalement la conscience du geste Ouais, que l'on fait, en fait. c'est clair. Alors OK. après, il y a encore plein de choses il y a des avancées qui vont et malheureusement, il y a des pays qui sont pas aussi avancés que nous parce que c'est comme je te disais, comme le Bangladesh, tu vois? Ils sont pas ils c'est pas leur priorité, tu vois? Parce que Mmh. au niveau gouvernemental, économique, ils en sont pas là, quoi. Mais par contre, quand tu as des grandes marques comme ça, connues internationalement, qui ont un pouvoir de faire changer, un pouvoir décisionnaire, un pouvoir économique, parce que c'est eux qui les font vivre. Moi, je suis contre le boycott du Bangladesh, mais je suis pour que ces marques s'investissent et disent ben, on va vous accompagner pour avoir déjà un salaire minimum plus décent, qui soit viable, parce que vous pouvez pas vivre comme ça. On va on va faire des usines plus modernes, on va investir. Mais et là, c'est plutôt le boycott. Bon, ben, si vous cochez pas les cases, ben, tant pis. Ou si Mmh. ou si vous rentrez pas dans cette case de prix, ben, du coup, je rentre pas à la commande. Et c'est du coup mettre la pression comme ça à une extrême pauvreté, à une extrême Mmh. détresse. Et ça, c'est pas possible, quoi. Mmh. Oui, Et plutôt que d'avoir une politique de flicage punitive, en gros, tu rentres pas dans les cases écolo, bah, je te boycotte, soit en tant que client ou en tant que prestataire. C'est plutôt avoir une politique incitative avec un vrai projet social et environnemental derrière. exactement. Ok. Exactement, parce que tu vois, pour le coup, le Bangladesh, comme d'autres pays, tu vois, s'ils n'ont pas l'industrie textile, hein, clairement, c'est toute leur économie qui s'effondre et ils ont, tu vois, mais c'est rendre ça juste plus humain, plus dans le respect des choses, quoi. Enfin, qu'il y ait une protection sociale et, tu vois, Ok. concrète, quoi. Ok. Je partage, hein, mais je te laisse Oui, juste oui, dérouler parce que bien sûr, c'est bien sûr. important d'avoir à le raconter d'une autre manière. Et donc, tu es dans cette association-là. Quel est le prochain déclic? Le prochain déclic, il arrive si tu veux. Donc moi, je mène ce projet donc dans cette marque à Marseille, où c'était une marque de prêt-à-porter féminin. Moi, je lance la ligne homme de A à Z, et là, je mène un projet toute seule, si tu veux. Donc sous la direction de mon directeur, bien sûr, mais où je suis vraiment, je crée de A à Z une collection et ça me plaît, tu vois. Donc il me manque encore des moyens, il y a plein de choses à créer, mais ça me plaît. Et de l'autre côté, j'ai on va dire mon passe-temps en plus de tout ce que je fais, de l'association.
arrive tout ce qui nous est arrivé à tous, le confinement. Et pendant le confinement, si tu veux, j'ai commencé à me nourrir de podcasts d'entrepreneurs. Et en fait, j'ai vu surtout le travail de Guillaume Gibaud, tu vois, du type français, qui a remué ses terres pour créer des masques. Donc, tu vois, où tu avais des bénévoles qui venaient, qui a réouvert des usines, ils sont passés à l'action. Et j'étais là, putain, mais moi aussi, j'ai envie de passer à l'action, tu vois. J'ai envie d'être utile. Et ce qu'ils font, ça, c'était une source d'inspiration. Et en fait, c'est là où j'ai commencé à me dire, mais déjà, j'ai continué à me nourrir de ces podcasts hyper inspirationnels pour moi. Et je me suis dit, mais comment je peux faire plus, tu vois? Et c'est là où je me suis dit, voilà, c'est vraiment là où la graine, elle a commencé. L'entrepreneuriat, l'environnement, la mode, comment je peux faire tout ça, quoi. Et sortie de confinement, c'était compliqué dans la société où j'étais. Si tu veux, ils avaient souffert, comme toutes les marques de textiles, de cette fermeture, la fermeture des usines, etc. Et nous, on était en plein lancement de cette ligne homme et qui avait dû être décalée du coup. Et après, on m'avait fait comprendre que si ça marchait pas, j'étais la dernière arrivée, dernier projet, donc j'étais la première sur le siège éjectable. Et je revenais sur le même schéma, tu vois, que j'avais quitté en Espagne et tout ça. Et j'étais là, je vois les signaux et j'ai pas envie de tomber dans le même schéma. J'ai pas envie de me faire mal. J'ai pas envie de souffrir de ça. J'ai envie de garder une belle image de ce métier. Et en fait, c'est moi un jour où, quand j'étais vraiment prête, hein, où j'étais prête et je suis partie, en fait. Je suis partie. Je suis partie et en fait, j'avais contacté déjà des industriels, des centres de recherche. J'avais commencé à évaluer si on pouvait faire quelque chose à partir d'un déchet qu'on avait récupéré en fait lors d'une action de dépollution et qui était le filet de pêche. Et voilà, et ça a commencé comme ça et où jusqu'au jour en fait il y a eu le mot de trop, la réflexion de trop, le doute de trop, et je suis passée à l'action et je me suis dit je pars et je tente. Et je me suis dit au pire, maintenant j'ai de l'expérience, tu vois, c'est pas comme si je sortais d'études, j'ai l'expérience, j'ai travaillé pour des marques qui sont connues, j'ai un CV, tu vois, j'ai un CV, au pire, je retrouverai un job, quoi, tu vois. Et je me suis dit, vas-y, je m'accorde cette chance, je m'accorde cette opportunité. Je suis rentrée en incubation et j'ai commencé à vraiment structurer mes idées, me faire accompagner, et jusqu'au jour où je l'ai lancé, quoi. J'ai lancé l'entreprise. Avant de conclure, quand même, enfin de partir sur l'étape entrepreneuriale, tu avais des signes, parce que tu dis il y a la remarque de trop, il y a Ouais. la réflexion de trop. Tu peux juste peut-être, parce que tu vois, pour les gens qui sont en transition, qui sont pas forcément bien dans leur travail ou qui ont envie de se lancer, ces signes-là, je trouve qu'ils sont ultra précieux et que on met du temps. Enfin, on les entend, mais on met du temps à les prendre en compte. Du coup, est-ce que tu pourrais revenir là-dessus? Et je pense que on conclura sur la première partie de l'épisode là-dessus. Le passage que je t'ai pas raconté, qui m'était arrivé donc en Espagne et qui commençait à se reproduire là, c'est que, comme je te disais au tout début où on a commencé à parler, c'est que la mode, à un moment donné, quand il y a des moments de pression, ça peut être ultra toxique. Et moi, c'était devenu tellement toxique que, donc en Espagne, je m'enfermais dans les toilettes et je pleurais, tu vois. J'allais au boulot avec la boule au ventre, je partais, voilà, j'avais des angoisses, je pleurais, j'arrivais plus à gérer mon stress et la pression qu'on me mettait. Parce que j'avais une chef qui était ouais, tyrannique, tu vois. Et donc, voilà, j'avais su partir au moment où il fallait, bien que je pense que j'ai laissé trop la porte ouverte et trop laissé rentrer ça chez moi. Et en fait, dans cette seconde là, enfin, à Marseille, pour cette entreprise-là, il commençait à avoir des rivalités, ou des rivalités dans les équipes, ou des coups bas, où on commençait à... j'avais une collègue clairement qui était toxique, tu vois. Enfin, donc du coup, qui me faisait des coups bas, appelait mes fournisseurs, me descendre, parler à mon chef dans mon dos, voilà. Ah, c'est Ah, c'est lunaire, pas moi, ce que tu me racontes. C'est Mmh. lunaire. Ouais. Lunaire. Et donc, si tu veux, moi, mes fournisseurs, du coup, ils appelaient mon chef en me disant, mais je comprends pas, on m'a parlé de ça, de Marine et tout ça. Donc, à me décrédibiliser, à me descendre, clairement, pour de la jalousie, pour de la rivalité, pour du manque de communication. Et encore une fois, ce truc où, au lieu de se parler tous et travailler ensemble, en équipe, on était devenus tous rivaux. Et mes chefs, clairement, étaient acteurs de ça aussi, tu vois.
Et moi, j'étais là pour faire mon job, j'étais passionnée par ce que je menais, mais à un moment donné, je commençais à m'oublier encore et mettre mon job en priorité au point où, ben voilà, en fait, un jour, j'ai recraqué, on m'a mis la pression, voilà, et il y a eu des mots forts de la part de mes dirigeants, et le mot qui a été fort, c'est un jour, on m'a dit: «Reste à ta place». Et ça, en fait, si tu veux, le reste à ta place, c'était hyper réducteur, c'était humiliant, c'était horrible parce que moi j'essayais de faire, c'était pas ma boîte, j'essayais de tout donner. Alors oui, on a tous des qualités, on a tous des défauts, mais rien ne vaut le manque de respect et, et de se faire rabaisser comme ça. Et en fait, il y a eu le pas de trop, c'est qu'il y a eu un avertissement abusif, en fait. C'est allé jusque-là. Mais c'est parce qu'en fait, c'est monté un crescendo, tu vois. C'était une collègue un peu jalouse, une rivalité. Au lieu de dénoudre ça, tu vois, de dénouer le problème, c'est monté en puissance et c'était, bon, ben en fait, je les rends un peu plus compétitives, un peu plus hargneuses et comme ça. Et en fait, non, au contraire. Enfin, en tout cas, moi, c'est quelque chose qui ne marche pas du tout sur moi. Ça fait ressortir que des angoisses et je m'enferme sur moi-même, du coup, je communique plus. Enfin, bref. Donc, en fait, je me suis retrouvée dans cet état-là qui m'a rappelé ce qui s'est passé avant et je me suis dit, ce n'est pas possible. Je vaux mieux que ça. En fait, j'avais essayé de faire mon maximum. Je peux pas faire plus. Je peux pas changer qui je suis. Si on me demande de rester à ma place, c'est parce que tout simplement, je crois que je n'ai pas ma place dans cette entreprise. Mm. Et encore une fois, et tu vois, je suis revenue sur le même déclic que j'avais eu avant, c'était, je vais pas combattre quelqu'un, je vais pas combattre une philosophie d'entreprise qui me correspond pas, je vais juste garder cette énergie-là, je veux pas me brûler les ailes, ou je veux pas perdre ça, je vais me respecter, je vais me prendre soin de moi, et je vais prendre toute cette énergie, et je vais faire autre chose, tu vois. Ouais. Et je Ouais. veux me préserver. Oui, Voilà. finalement, dans les ambiances toxiques comme ça, on le sent, on a la boule au ventre, on est angoissé, on a peur de se confronter à l'autre. Enfin, il y a quelque chose. J'espère que les gens qui sont dans cette situation-là se reconnaissent dans ce que tu dis et peut-être que ça va créer un déclic. Mais je crois que le meilleur conseil qu'on puisse donner, c'est effectivement d'aller mettre son énergie ailleurs avant qu'on soit trop puisé et épuisé par ces ambiances-là et de partir le plus tôt possible, quoi. Parce que ce que tu décris, c'est aussi que ça vient grignoter sur ta confiance en toi, en fait. Mais totalement. Totalement, sur ma crédibilité, et encore une fois, on parle d'un métier, c'est mon rêve d'enfant, tu vois. Ou presque des fois, il y a des matins où je me levais, où j'étais passionnée de ce que je faisais. Et après, quand j'arrivais là-bas, où je me disais, mais qu'est-ce que je fous là, en fait? Qu'est-ce que je fous là? Et pourquoi on me met autant, enfin, moi, comme les autres, hein, parce qu'on mettait la pression aux autres aussi. Bien sûr. Pourquoi on est, alors là, alors là, on arrive encore une fois dans le monde des bisounours. Mais pourquoi on est si méchant en fait? On fait Mm. des vêtements, on communique et on commercialise tu vois, de la beauté, des choses belles pour que les gens aient confiance en eux et tout ça. Et derrière, en fait, on ne véhicule que de la rivalité, des valeurs qui sont vraiment pas, voilà, pas du tout alignées avec ce que je suis. Et au lieu de faire ressortir ce qui était meilleur à moi, j'étais qu'angoisse et peur, quoi. Et Ok. c'est pas possible, c'est pas possible de travailler dans des conditions comme ça, quoi. Tu vois? Et bon, je suis désolée, une dernière question Vas-y, carrément. avant de passer sur, T'inquiète. sur Sao, mais à quoi ça sert pour toi un vêtement? Alors, il y a plusieurs choses, hein. Un vêtement, moi, je sais qu'il peut être, ça peut être il a ce rôle de doudou, tu vois, où tu te sens bien dedans, tu te sens toi, tu sais, tu as le réconfort, etc. Ça peut être aussi un vecteur justement, de confiance en toi, de soi, pardon, où selon qu'est-ce que tu vas mettre, tu vas pas être la même personnalité, quoi, tu vois, ça va te révéler, quoi. Donc je pense qu'il y a ce côté, et puis il y a le truc où la confection, donc là tu as le savoir-faire, tu as la technicité, tu vois, enfin moi je sais que ma grand-mère elle tricotait à côté de moi, je la voyais coudre aussi. Euh, Ma mère, elle m'a donné des habits aussi, tu vois, des habits qu'elle aimait, qu'elle avait gardés quand elle était jeune. Il y a ce côté de transmission, doudou, je dirais, et surtout révélateur, quoi. Comment tu t'habilles, tu sais qu'est-ce que tu vas faire de ta journée, tu vois. Ok. Tu vois?
vas pas avoir le même impact si tu es en legging chaussettes que quand tu vas être en tailleur, tu vois. Enfin, ta journée, elle est pas conditionnée pareil selon le vêtement. Et d'ailleurs, le vêtement, ben, tu vois, avec les élections américaines, on a beaucoup analysé Kamala Harris et on a même analysé la hauteur de ses épaules, tu vois. Et moi, j'avais une copine qui m'avait dit, tu vois, quand tu portes une veste à épaulettes, hein, c'est pour montrer que tu as les épaules pour porter ton projet, tu vois. Enfin, tu vois, tu as des vêtements comme ça qui, selon comment tu les mets, tu véhicules pas le même message, la même puissance ou la même, tu vois, ouais, la même image, quoi. Ok. Merci pour cette réponse. J'adore et Mais j'ai tu vois, envie de. après, si tu veux parler de l'habit image, tu vois, dans plein de corps de métier, l'habit est hyper important, quoi. Enfin, quand tu le vois dans la religion, dans l'armée, dans le pouvoir, tu t'habilles pas pareil quand tu veux dire quelque chose. Tu vois, tu imagines le président de la République qui arrive en jogging. Non, tu vois, c'est pas pareil, tu vois. Ouais. Ça n'a pas le même impact. Ouais. Et la couleur, quand tu vois la couleur, l'impact de la couleur, la veste verte, comme on en a parlé beaucoup ces derniers temps, ou tu vois, ou la cravate rouge, enfin, tu vois, tout ça, c'est des codes qui, tu vois, qui véhiculent un vrai message. Ok. Mm. Je te remercie. J'ai envie du coup de faire une invitation à nos auditeurs et à nos auditrices parce que j'étais tellement absorbée par tes paroles que j'ai oublié, chers auditeurs, de vous faire des invitations. Donc on verra si vous avez des propositions d'invitation en écoutant Marine, n'hésitez pas à nous les partager. Mais l'invitation, ce serait qu'est-ce que vous avez envie de vivre aujourd'hui avec la fringue que vous portez, tu vois? Qu'est-ce que vous auriez envie de raconter de qui vous êtes et de quelle journée vous avez envie de vivre pour ça? J'aimerais faire cette invitation-là, d'être conscient de ce que vous allez renvoyer comme image. En tout cas, qu'est-ce que vous avez comme image de vous aussi? C'est la première invitation de cet épisode. Et c'est comme ça qu'on va conclure cette première partie, Marine. Donc merci chers auditeurs, on se retrouve très vite pour la seconde partie.